Donc, agriculture de précision, c'est le fun parce que ma présentation, pour certains éléments, ça fera une suite à ce que Atina a présenté. Donc, ça sera intéressant pour l'auditoire. Agriculture de précision, c'est... Je sais toujours pas qui tombe. Juste autrement, excusez. Agriculture de précision, c'est un terme qui est largement utilisé et selon qui tient le discours, les objectifs changent. Si un concessionnaire de tracteurs ou un vendeur de machinerie agricole parle d'agriculture de précision, bien, ce sera adapté à ce que lui a à offrir. Moi, aujourd'hui, l'agriculture de précision, ça sera surtout adapté à l'agronomie. Et comme Atina l'a si bien mentionné, l'agriculture de précision, c'est une gestion de la variabilité, une meilleure gestion de la variabilité. Parlant de variabilité, allons voir une carte des séries de sols de la région. Ici, on a Parisville, Deschaillons, donc c'est la région immédiate. Les couleurs sortent un peu bizarres sur la carte, là, mais pour ceux qui sont familiers avec les cartes pédologiques de l'IRDA, je vous invite et je vous incite à les consulter puisqu'elles sont gratuites et ça vous permet de prendre conscience de la variabilité des sols qui sont cultivés au Québec. Et dans la région immédiate, ici, ce sont surtout des sols légers et juste à partir des couleurs, on voit très très bien qu'il y a plusieurs séries de sols en présence, surtout des sables de série Saint-Jude et Aston, mélangés avec de l'argile l'Évrard et aussi des loams Rimbaud. Tout juste de l'autre côté du fleuve, regardez la grande différence. C'est pourtant pas loin, mais les séries de sols sont complètement différentes de l'autre côté du fleuve, avec des sols beaucoup plus lourds. Et sur la carte ici, qui fait à peu près 15 km de large par 12 km de haut, vous avez l'échelle ici, pas l'échelle, mais la légende, et il y a peut-être une 50aine de séries de sols différentes. Donc, quand on prend conscience de ça, on voit bien qu'au Québec, les sols qui sont cultivés sont très variables. Et ce que ça implique, c'est qu'au niveau de l'échantillonnage de sol, dont je vais surtout aborder, ça implique qu'il faut penser à prendre nos échantillons de sol de manière différente et qu'un seul échantillon de sol dans un grand champ, ça ne peut plus bien représenter mon champ. Et c'est difficile d'établir une bonne recommandation sur un seul échantillon de sol qui est prélevé dans un grand champ. Je vous montre rapidement une autre carte pédologique, celle-ci dans la région de Saint-Léonard d'Aston. Vous avez la rivière Nicolette, ici le Taureau de Vin, et donc d'autres séries de sols différentes. Mais regardez encore une fois le très grand nombre de séries de sols sur une surface qui est pas très grande. Et au Québec, je crois, il y a au-delà de 500 séries de sols différentes, toutes avec des caractéristiques propres à chacune. Donc, je vais surtout aborder l'aspect de la fertilité des sols et de l'échantillonnage géopositionné. Juste avant, je vous montre ici un petit tableau qui, Atina en a parlé un petit peu, là, de l'effet du pH sur la disponibilité des engrais. Et le pH, qui est une échelle logarithmique, donc un pH de 6 est 10 fois plus acide qu'un pH de 7, et un pH de 5 est 100 fois plus acide qu'un pH de 7. Donc, à mesure que le pH des sols diminue, l'acidité augmente de façon exponentielle, et cette acidité diminue l'efficacité des engrais qui sont appliqués au champ. Et on le voit très bien ici au niveau de l'azote, c'est une échelle relative, là, mais lorsque mon pH est à la neutralité ou j'ai un bon pH, ben les engrais sont disponibles, mais à mesure que le pH du sol diminue, l'efficacité des engrais diminue de façon très grande. Donc, c'est à surveiller. Et donc, dans un programme de correction de la fertilité des sols, le pH, ça sera vraiment le premier élément à corriger. Je
Je vous montre un rapport d'analyse de sol. Ici, je ne veux pas le regarder en détail ni m'attarder aux chiffres, mais ce que je veux dire, c'est qu'un rapport d'analyse de sol, c'est un beau tableau avec beaucoup de chiffres, mais l'interprétation n'est pas simple, parce qu'il y a beaucoup de chiffres et il y a beaucoup d'unités qui sont utilisées. Certains éléments sont exprimés en kilogrammes à l'hectare, d'autres en parties par million. Il y a des pourcentages de saturation. Le CEC est exprimé en milli-équivalent. Le pH, c'est une autre unité. La matière organique. Et donc, c'est difficile pour une personne qui n'est pas habituée de déterminer quels sont les bons niveaux dans le sol. Alors, c'est pourquoi, pour simplifier l'interprétation des analyses de sol, on a créé ce qu'on appelle des indices, qui sont des indicateurs d'un niveau, d'un élément, par rapport au niveau optimal. Donc, ce que j'ai fait sur mon analyse de sol, c'est que j'ai un indice et j'ai changé l'échelle. L'échelle maintenant va de 0 à 100. 100 étant mon niveau optimal. Donc, quand j'ai un paramètre, comme le potassium par exemple, j'ai un indice de 50 en potassium. Ça veut donc dire que mon niveau en potassium dans le sol est à 50% du niveau optimal. Donc, ça simplifie beaucoup l'interprétation de mon analyse de sol. On le voit ici, là, pour 4 échantillons de sol différents. Si je regarde un exemple, un indice en potassium de 94, 100 étant mon niveau optimal. Donc, c'est très bien. L'échantillon suivant, un indice à 65. Donc, ça me dit ici que l'analyse de sol est faible en potassium. Donc, vous comprenez le principe. Ça simplifie beaucoup l'interprétation des analyses de sol et par-dessus tout ça, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule ce qu'on appelle un indice général de fertilité qui n'est pas une moyenne de chacun des indices que j'ai sur mon analyse de sol, mais qui est un portrait général du niveau de fertilité de mon échantillon de sol. Je vais y revenir tout à l'heure quand je vais vous présenter des cartes d'échantillonnage de sol géopositionnées. Donc, vous avez ici là tous les indices ou tous les paramètres qui sont inclus dans le calcul de l'indice général de fertilité. Alors, je vais vous faire un petit portrait au cours des dernières années, là, des 6-7 dernières années, des analyses de sol qui ont été prélevées dans la région ici, centre du Québec. Ça va vous montrer un peu là sur quoi c'est quoi le portrait des analyses de sol ici et sur quoi, surtout, il faut travailler. On a vu à partir de la carte pédologique que dans la région immédiate, on avait surtout des sols légers, comme j'expliquais, des sables Saint-Jules, des sables Aston, des loams Rimbaud, etc. Et c'est pas surprenant de voir qu'au niveau de la CEC, le CEC, c'est un paramètre que vous avez sur votre analyse de sol, qui est la capacité d'échange cationique, mais en gros, la CEC, ça indique aussi le type de sol, à savoir un sable, un limon, un argile. Les CSC aux alentours de 10, normalement, c'est des sables, des sols assez légers, 10 à 15 des sables loameux, 15 à 20 des loams argileux et des CSC au-delà de 20, souvent ce sont des argiles, et jusqu'à 30, là, on les appellera argiles lourdes. Et donc, dans la région, on a surtout des sols légers, et comme on peut le voir ici, là, je dirais 90% des sols, une CEC de 5 à 15. Donc, ce sont des sols, plutôt légers. Au niveau de la matière organique, c'est très variable, mais quand même 45% des sols qui ont des niveaux de matière organique de 2 à 4%. Au niveau du pH, c'est très variable, mais je veux surtout attirer votre attention ici là, que suite au portrait que j'ai bâti ici là, sur plusieurs années d'échantillons de sol qui sont arrivés au laboratoire Géosol, ça représente plusieurs milliers d'échantillons, mais sur tous ces échantillons-là, pour la région ici, 52% des échantillons de sol ont besoin de recevoir de la chaux, parce que le pH est trop bas. Donc, il y a des correctifs nécessaires à ce niveau-là. C'est quand même beaucoup. Maintenant, on va regarder rapidement chacun des éléments, phosphore, potassium, magnésium, calcium. Ici, pour simplifier l'interprétation, j'ai utilisé des niveaux de richesse.
très faible, faible, moyen, optimum, moyen élevé et jusqu'à très élevé. Ici, on regarde rapidement, là, comme vous allez le constater, dans la région, il y a très peu de sols qui ont des niveaux en phosphore, potassium, magnésium et calcium qui sont au niveau optimal. Et il y a une très, très grande proportion des sols qui ont des niveaux en phosphore et potassium de faible à très faible. Regardez au niveau du phosphore, là, presque 65% des analyses de sol, encore une fois de la région ici, qui ont des niveaux en phosphore qui sont faibles et très faibles. Et regardez au niveau du potassium, 73, presque 74%. Qu'est-ce qui explique ça, vous pensez? Premièrement, pardon? J'entends pas bien. Il n'y a pas d'intégrateur? C'est pas ça. Peut-être, mais c'est pas ça que j'allais dire. Les sols sont bas en potassium et en phosphore. D'une part parce que ce sont des sols légers. Aussi parce que les cultures qu'on y pratique dans la région, ce sont des cultures exigeantes. Du maïs en silage, du soya, des céréales, des plantes fourragères. Toutes des cultures très, très, très exigeantes en phosphore et en potassium. Et si je vous montrais un portrait d'une autre région du Québec, mais qui a beaucoup aussi de fermes laitières, comme l'Estrie, par exemple, la région de Compton et de Quaticook, je pourrais vous montrer un portrait des analyses de sol de cette région-là, et ça serait sensiblement le même portrait. Pourquoi? Parce que là aussi, on a des cultures exigeantes qui exportent beaucoup de ces éléments-là. Et même si vous avez des fumiers puis vous apportez des engrais au champ, c'est bien, mais souvent, ce que vous faites, c'est que vous maintenez les niveaux d'analyse de sol, mais vous les maintenez à des niveaux qui sont bas. Ça va prendre plus que ça pour rehausser le niveau des analyses de sol. D'où l'intérêt de l'agriculture de précision pour apporter les bons produits à la bonne place. C'est là où je m'en viens. Je vais passer ici. Et en terminant, pour le portrait, au niveau des éléments mineurs, bien, comme on peut le voir aussi, il y a très, très peu de sols, finalement, qui ont des niveaux adéquats en éléments mineurs. Mais avant de corriger les éléments mineurs, on va corriger le pH, on va corriger les éléments, les principaux éléments, comme le phosphore et le potassium. Et finalement, ça, ce que ça dit, c'est que l'indice de fertilité des sols de la région est bas et il y a de l'enrichissement possible et souhaitable qui doit être fait. Ça m'amène à vous parler rapidement de la gestion des nutriments. C'est le concept des 4B, qui n'est pas nouveau, mais qui cadre très, très, très bien avec l'agriculture de précision telle que je vous la décris. Donc, le concept des 4B, ce que ça dit, c'est que j'utilise le bon produit, je l'apporte au champ au bon moment, je le place de la bonne façon et j'utilise la bonne dose. Et c'est exactement ce qu'on va faire avec l'agriculture de précision. On ne veut pas apporter plus de produits, on veut mettre la bonne quantité à la bonne place pour augmenter le rendement hectare par hectare. C'est ça qu'on veut faire. Et pour ce faire, il faut faire l'échantillonnage de sol géopositionné. Je vais vous l'expliquer. Et ça m'amène aussi à vous parler de ce qu'on fait de plus en plus, c'est que plutôt que de prendre des échantillons de sol de façon traditionnelle à la main, désormais on utilise une machine qui s'appelle une sonde hydraulique pour prélever les échantillons de sol toujours à la même profondeur. Parce que ce que je veux faire avec un échantillon de sol, c'est comparer un échantillon de sol avec son voisin. Parce que quand on fait de l'échantillonnage géopositionné, comme je vais vous le montrer, on prend un échantillon à l'hectare. Donc, ce que je veux faire avec les échantillons de sol, c'est les comparer entre eux. Je veux comparer un échantillon avec son voisin, puis les autres échantillons qu'il y a dans le champ. Mais je veux aussi comparer les échantillons de sol dans le temps. L'échantillon de sol ou les échantillons de sol que j'ai pris il y a 5 ans, je veux les comparer avec les échantillons que je prends aujourd'hui. Et l'échantillon que je prends aujourd'hui, je veux le comparer avec l'échantillon de sol que je vais prendre dans 5 ans. Et pour pouvoir comparer les échantillons de sol entre eux, ça me prend des échantillons de sol qui sont comparables. Et pour qu'ils soient comparables, ils doivent avoir été prélevés à la même profondeur. Ça fait du sens que je vous explique. Un échantillon de sol qui est pris à
3 pouces de profondeur, je ne peux pas le comparer avec un échantillon voisin qui a été pris à 6-7 pouces de profondeur. Je n'ai pas le même niveau de fertilité entre 2 échantillons qui ont été pris à des profondeurs différentes. Donc, c'est très, très, très important pour comparer les échantillons de sol entre eux et dans le temps que les échantillons ont été pris à la même profondeur. Donc, on utilise, comme je vous explique, une sonde hydraulique qui permet de prendre des échantillons de sol de façon uniforme au champ et ça de façon rapide. Parce que la vigueur de l'échantillonneur change à 8 heures le matin puis à 5 heures le soir. Ce que la sonde permet d'améliorer. Donc, la façon traditionnelle de prendre un échantillon de sol dans un grand champ, c'est de circuler en zigzag puis de prendre plusieurs prélèvements. Mais qu'est-ce qui arrive quand j'ai 2 séries de sols complètement différentes dans mon champ? J'ai à droite du sable, à gauche de l'argile. Je mélange ça dans le même sac ou la même boîte et j'envoie ça au laboratoire. Quel est le résultat que j'obtiens? J'obtiens un résultat d'une analyse de sol qui n'existe pas. On veut éviter à tout prix de mélanger dans le même sac le sable et l'argile, parce que le résultat du laboratoire que j'obtiens, c'est un sol que j'ai même pas sur ma ferme. Vous me suivez? Donc, c'est très, très, très important. Quand je me retrouve dans l'argile, je viens pas contaminer l'échantillon avec une série de sols voisines. Et c'est ce que l'agriculture de précision et l'échantillonnage géopositionné permet d'accomplir. C'est d'éviter de mélanger différents types de sols dans le même sac. Et donc, la façon, c'est de prendre un échantillon à l'hectare, comme je l'explique. Un échantillon à l'hectare, c'est la norme qui est utilisée un peu partout. Ça représente quand même assez d'échantillons, puis les correctifs qu'on peut y apporter sont intéressants vis-à-vis ce que ça coûte pour faire l'échantillonnage et la précision avec les machines qu'on va aller utiliser pour faire les correctifs au champ. Donc, à gauche, vous avez un exemple d'un champ de 50 hectares, qui n'est pas dans la région ici, là, mais c'est pas grave, c'est le même principe. Un champ de 50 hectares dans lequel on a prélevé 50 échantillons. Et dans ce champ de 50 hectares, il y a 8 séries de sols différentes. Toutes sortes d'affaires, c'est plutôt des sols lourds. Mais ce que je veux attirer votre attention, c'est que les échantillons, on les a placés dans le champ de façon stratégique. On n'a pas simplement établi un quadrillage, qu'on a prélevé un échantillon à l'hectare dans chacun des carrés, mais on a stratégiquement positionné les échantillons pour être sûr que suite à l'échantillonnage et les résultats et la cartographie qu'on va générer, que la variabilité qu'on va faire ressortir, ce soit celle qui existe déjà au champ. Vous me suivez? La partie ici que j'ai encerclée par le polygone rouge ici, là, c'était surtout les sols plutôt légers dans le champ. Et ces sols légers-là ont très, très bien ressorti sur la carte de CEC. Ici, comme je vous expliquais tout à l'heure, le CEC, ça m'indique quand même bien la texture du sol, à savoir si c'est un sable, si c'est un limon, si c'est une argile. Donc, puisque j'ai fait un bon travail de développer une bonne stratégie d'échantillonnage, les résultats et la cartographie qui en découle représentent bien la variabilité qui existe déjà dans mon champ et les recommandations qui vont en suivre seront d'autant meilleures. Je vais passer celle-là, je vais aller tout de suite à la carte de pH. Je garde toujours l'exemple du même champ, mais puisque c'est un grand champ avec d'énormes variabilités au niveau de la fertilité, on voit ici du côté gauche la carte de pH suite à mon échantillonnage de sol. On voit les résultats ici, là, le minimum de pH dans le champ était 6,2, le maximum à 7,5, donc une très très grande variabilité entre les différents points, pour une moyenne d'environ 6,7. Et ça ici, c'est la carte de chaux que nous avons construite suite à l'échantillonnage de sol et la carte de pH ici. On voit sur la carte
d'épandage de chaux à taux variable qu'il y a des secteurs dans le champ où la recommandation va jusqu'à 10 tonnes à l'hectare et il y a d'autres secteurs où la dose est à 0. Donc, c'est là l'intérêt de faire l'échantillonnage de sol par GPS, c'est d'apporter les produits à taux variable, comme j'expliquais, pour mettre la bonne dose à la bonne place. Le producteur, lui, qui fait la moyenne de son champ puis qui fait un épandage à dose fixe, c'est ça qu'il ferait ici. Il mettrait 5 tonnes à l'hectare. Là, j'ai une question souvent que je pose aux producteurs, c'est que là, vous faites une application à dose fixe, vous appliquez 5 tonnes à l'hectare dans ce champ-là, est-ce que vous faites du bon travail? Là, les producteurs sont embêtés des fois. Oui, je mets de la chaux, on m'a dit que c'était bon de mettre de la chaux. Je dois avoir fait le bon job, j'ai mis de la chaux partout. Oui, mais à certains secteurs du champ, tu as besoin de 10, tu en as mis 5. D'autres secteurs du champ, tu as besoin de 0, tu en as aussi mis 5. Moi, je t'en fais pas mettre plus, je te fais juste mettre la bonne dose à la bonne place pour que tu corriges hectare par hectare. Donc, ça fait plein de sens de le faire comme ça. Mais ça peut pas être fait s'il n'y a pas un échantillonnage géopositionné qui est fait au départ. Pensez à ce champ-là de 50 hectares, là, un seul échantillon de sol qui est pris dans tout le champ. Ça ne peut pas bien représenter ou bien caractériser le champ. Puis la tendance en agriculture, c'est que les champs sont de plus en plus grands. Donc de plus en plus variables. D'autres exemples ici, juste pour vous montrer rapidement, là, entre si je fais un épandage à dosage à dose fixe versus un épandage à taux variable, puis les deux cartes en termes de quantité sont toujours équivalentes. Donc, je suis sûr que vous avez compris le principe, là. Le but, c'est, encore une fois, c'est pas de mettre plus de produits, mais c'est de mettre la bonne dose à la bonne place pour ramener chacun des hectares de mon champ à son plein potentiel. C'est ça que je veux faire. Puis si je fais ça, est-ce que je vais avoir des beaux champs uniformes? Une bonne question pour vous autres, ça. Est-ce que le but de l'agriculture de précision, c'est d'avoir des champs uniformes? Oui? Non. Le but, c'est d'amener chacun des hectares de mon champ à son plein potentiel. Parce que même quand je vais faire des correctifs à dose variable, que je vais mettre la chaux à taux variable, le sable va toujours rester en sable, puis l'argile va toujours rester en argile. Fait que les champs vont toujours demeurer variables, OK? Sauf que chaque hectare de mon champ, je vais l'amener à son plein potentiel. Le sable, je vais l'amener à son plein potentiel avec un bon pH, puis l'argile, je vais l'amener à son plein potentiel. Vous me suivez? C'est ça qu'on veut faire avec l'agriculture de précision. Amener les champs hectare par hectare à produire au maximum. Les champs uniformes, on n'en aura pas. Impossible. Parce que les types de sols sont trop variables. Ça m'amène à vous parler que tout le processus d'échantillonnage de précision requiert plusieurs étapes. On prépare une stratégie d'échantillonnage. On envoie un échantillonneur prendre des échantillons au champ. Les résultats sont envoyés au laboratoire. On prépare des recommandations. On prépare des fichiers d'épandage à taux variable. Et en bout de ligne, on envoie un camion dans le champ ou un épandeur épandre des produits à taux variable. S'il y a une seule de ces étapes-là qui est mal exécutée, c'est tout le service au complet qui écope. Vous êtes d'accord? Et donc, c'est très, très, très important, une fois qu'on a tout fait l'effort d'échantillonner, de produire un cahier, de faire des fichiers, etc., que l'épandage au champ soit fait correctement. Et voici un exemple de ce qui ne doit pas arriver. Je ne sais pas si vous voyez bien ici, le camion de chaux est passé, là. Puis on voit les traces ici, il n'y a presque pas de chaux qui est tombé derrière le camion et presque toute la chaux est tombée de chaque côté. Donc ça, c'est surveiller les gens qui vont aller chez vous faire l'épandage de chaux pour être sûr que ceci ne se produit pas chez vous.
Parce que comme je dis, on fait de l'effort pour bien caractériser les sols puis apporter les bons produits à la bonne dose, à la bonne place, mais il demeure qu'en bout de ligne, il faut appliquer les produits correctement. Puis si ça c'est manqué, ben dans l'œil du producteur, c'est tout le service au complet qui est bâclé. Donc ça, il faut vraiment surveiller l'épandage en bout de ligne parce que c'est l'étape finale et ultime. Un autre exemple, ici, le camion a trop circulé dans le champ, puis ici, il y a eu du recroisement et probablement du surdosage. Enrichissement du phosphore et du potassium à taux variable, ça se fait aussi. Ça se fait de plusieurs manières. Ça peut se faire avec de l'engrais, ça peut se faire avec des fumiers ou des lisiers. À ma connaissance, il n'y a pas de système GPS qui contrôle les citernes. Peut-être que vous êtes au courant qu'il y en a, mais ça ne veut pas dire que puisqu'il n'y a pas de système qui contrôle les dosages pour appliquer les fumiers et les lisiers au champ à taux variable, le producteur peut quand même, suite à la cartographie qui est réalisée chez lui dans un de ses champs, peut quand même faire un épandage que j'appelle intelligent. Il peut, tout en suivant son plan de fertilisation, appliquer la même dose de fumier que celle qui est prescrite dans son plan de fertilisation, mais ajuster la dose dans son champ en fonction des besoins hectare par hectare, comme j'en parle. Il me reste 2 minutes, d'accord, j'achève. Et donc c'est ça que je veux vous dire. Donc il y a toujours moyen d'appliquer les produits, même si on n'a pas les équipements, les appliquer de façon intelligente pour augmenter la fertilité hectare par hectare dans mon champ. Bon, des cartes ici qui montrent exactement ce que j'explique. Encore une fois, une carte d'enrichissement de muriate de potasse ici et son équivalent en quantité, mais si c'est fait à dosage fixe. Donc, je ne sais pas si vous comprenez vraiment le principe, là, mais c'est que on applique les produits à la bonne dose pour qu'ensuite la plante, qu'il y ait une réponse à la plante et que le champ produise à son maximum potentiel. Je pourrais terminer, je vous ai surtout parlé de l'échantillonnage de sol et des correctifs qui peuvent être faits, appliquer la chaux et le potassium, par exemple. Et ce que j'oubliais de dire, puis que Atina a mentionné, là, je vais le rapporter, là, c'est qu'avant d'entreprendre un programme d'amélioration de la fertilité de vos sols, vous devez d'abord corriger les problèmes de drainage et de compaction. Si vous mettez de la chaux à taux variable, vous mettez de l'engrais à taux variable, puis encore des problèmes de drainage puis de compaction dans vos champs, c'est ça qui va limiter l'augmentation des rendements possibles. Donc, la première étape là, dans l'amélioration d'un champ, c'est je corrige les problèmes de drainage puis de compaction. Après ça, j'adresse l'augmentation de la fertilité. Et l'augmentation de la fertilité, ça va d'abord commencer par l'application de chaux. Suite à l'échantillonnage de sol par GPS, il y a aussi la fertilisation d'entretien des cultures qui est possible. Et la dernière carte que je vais vous montrer, c'est une carte d'azote à taux variable. Je n'ai pas le temps d'expliquer le concept, mais je veux juste dire que c'est possible de le faire et c'est dans le même ordre d'idées que les 4B que je vous ai présentés. Le bon produit, la bonne place au bon moment, à la bonne dose pour aller chercher les rendements maximum potentiels en fonction de vos types de sol puis de ce que le sol peut supporter puis fournir en azote à la culture. Je vais m'arrêter ici.